Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 21 juin et la une de votre journal. Les réactions se multiplient après les violences qui se sont produites en début de semaine à Passamenti. Après Daniel Zaidani hier, c'est Jacques Martial-Henry qui a réagi ce matin sur notre plateau. Selon lui, le meilleur moyen d'endiguer les phénomènes de violence reste d'investir massivement en faveur de la jeunesse. Il pointe ainsi du doigt l'inaction de certains élus et appelle à davantage de prévention pour que les jeunes ne tombent pas dans la spirale infernale de la délinquance. Au montage, Leslie Vimenet. Les violences qui se sont produites à Passamenti ne laissent personne indifférent. Chacun possède un avis sur les mesures qui doivent être prises afin d'enrayer ces phénomènes. Pour Jacques Martial-Henry, la solution est simple, investir massivement dans des infrastructures communales. La solution, c'est l'argent. L'argent? Ah oui. Quel est le lien entre les violences et l'argent? J'ai été président du contrat de ville Mamoudzoukoungou. On avait 42 millions d'euros pour 5 ans. Et en 2006, le gouvernement de UMP en 2006 a supprimé ce dispositif qui a été mis en place par Lionel Jospin d'ailleurs. Et ils ont transformé en 2008 ce qu'on appelle le contrat urbain de cohésion sociale. On est passé de 8 millions d'euros par an à 180 000 euros par an dans la commune de Mamoudzou. La population aujourd'hui a presque doublé dans la commune de Mamoudzou. Pour l'ancien conseiller général, Mayotte ne doit pas devenir un État policier. Il souhaite donc que la prévention prenne le pas sur la répression et cela passe notamment par la lutte contre l'habitat indigne et la ghettoisation de certains quartiers. Il faut faire une différence entre l'insertion sociale et la réinsertion. La réinsertion, là vous vous trouvez dans une situation avec des délinquants notoires, notamment Azad et sa bande. Là nous sommes dans la réinsertion, ça c'est la compétence de l'État. Ce n'est plus la compétence de la commune ou la compétence du conseil général. Par contre, les communes et le conseil général doivent mettre en place les actions pour faire en sorte que les enfants ne tombent pas dans cette délinquance. C'est-à-dire ces quartiers avec des taudis que personne ne peut avoir accès. Les pouvoirs publics ne peuvent pas avoir accès pour contrôler ce qui se passe. Et ce sont des quartiers qui fabriquent des délinquants notoires. Il faut éradiquer ces quartiers. Et ça, c'est le rôle du maire. Pour appuyer son propos, Jacques Martial-Henry prend l'exemple de la commune de Chirongui. Selon lui, Roukia Lahadji mène une politique qui va permettre de lutter durablement contre la délinquance. Ce qui se passe à Chirongui est pour moi un exemple. Je vais vous dire qu'à Chirongui, d'ici 2-3 ans, je ne pense pas qu'ils vivront les phénomènes que les autres localités vivent. Parce que là-bas, la maire de Chirongui, Roukia, investit, construit les équipements, les équipe, les fait fonctionner. Elle saisit c'est la seule maire qui a saisi le tribunal pour éradiquer des taudis qui sont dans sa localité. Et si tout le monde elle investit également sur sa police municipale. Hein? Si tout le monde faisait ça, on n'allait pas se trouver dans cette situation. À moins d'1 an des élections municipales, nul doute que les candidats devront présenter un programme ambitieux à la hauteur des nombreux défis que rencontrent les 17 communes de l'île. L'éducation maintenant, les acteurs de la formation ainsi que de l'orientation professionnelle se sont rencontrés ce matin pour un point d'étape du CREFOP, une instance dont la mission consiste à assurer la coordination des partenaires. Objectif, développer un service régional d'orientation ainsi qu'un service public régional de formation pour les Mahorais. Alors comment s'est déroulée cette réunion? Quels étaient les partenaires présents et quels ont été les axes de discussion? Un sujet signé Marion Tellier. La formation et l'orientation professionnelle étaient ce matin au cœur des discussions autour du CREFOP, document cadre reprenant les objectifs des acteurs de l'insertion professionnelle. Des sujets stratégiques pour un territoire qui compte aujourd'hui 51 000 personnes en recherche d'emploi. Le processus de montée en compétences s'avère donc essentiel à l'absorption des quelques 5 000 nouveaux demandeurs d'emploi recensés chaque année. Il y a des échanges, tout le monde n'est pas d'accord à 100% bien sûr sur les sujets, mais il y a une volonté commune de travailler ensemble pour apporter tout de suite des réponses. Parce que là, c'est des réponses immédiates, ce sont des sujets immédiats.
c'est déterminer dans quel secteur il faut de la formation professionnelle, quels sont les secteurs prioritaires, à quel niveau doivent se faire les formations. Et là, aujourd'hui, on avait tous les partenaires. On avait Pôle emploi, le conseil départemental bien sûr, l'État, le RSMA, le rectorat pour l'apprentissage. L'apprentissage, un sujet lui aussi largement abordé lors de la réunion. À ce jour, le nombre d'apprentis s'élève à moins de 250 000 sur l'île, un bilan insatisfaisant. Il est donc nécessaire pour les acteurs concernés de déterminer les secteurs pour lesquels les formations seront financées, comment recruter des candidats ou encore comment les motiver. On part sur six secteurs qui sont prioritaires sur Mayotte. Je vais en citer quelques-uns de ces secteurs-là. Les métiers de la mer, le secteur du tourisme, les métiers à la personne, le secteur de bureautique, pour n'en citer que ceux-là. Ça nous a permis, nous, Pôle emploi, de donner des éclaircissements, de partager ces éléments d'éclaircissement lors de ces assemblées. Ce point d'étape ne représente que le début des réflexions autour de cette dynamique de développement pour la formation et l'orientation professionnelle sur le territoire, une démarche à laquelle l'État et le Fonds social européen allouent près de 18 millions d'euros. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Dalil Kassim, étudiant en DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, également à la tête d'une micro-entreprise. Dalil, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. C'est rare que nous recevons des étudiants sur notre plateau. Vous êtes amené à revenir à Mayotte durant vos vacances scolaires. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le développement de votre île ? J'ai pas vraiment un regard global, mais de ce que je peux voir dans le coin où j'habite, ça avance petit à petit. Maintenant, est-ce que ça avance vite? Je ne sais pas, je pourrais pas le dire, mais il y a des choses qui bougent, ouais. Vous voyez Mayotte depuis l'extérieur, depuis la métropole où vous faites vos études. Vous voyez tout ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ce qu'on en entend aussi de l'extérieur? Ce qui ressort généralement de Mayotte à l'extérieur, c'est la violence, l'insécurité. Donc c'est un sujet en permanence qu'on entend tout le temps, tous les jours. Et après, rarement en tout cas pour le développement. Mais est-ce que ça donne une image négative de Mayotte? Peut-être. Maintenant, il faudrait peut-être plus essayer d'endiguer cette insécurité et puis parler plus du potentiel de Mayotte pour son image à l'extérieur. Justement, on va parler de potentiel. Est-ce que vous auriez aimé poursuivre une partie au moins de vos études à Mayotte? Pourquoi pas, oui, parce que rester à côté de la famille, c'est un point assez important parce que moralement, ça aide beaucoup. Donc oui, j'aurais aimé forcément poursuivre un petit peu ici. Maintenant, par manque de formation, on parlait de formation justement, vous avez dû quitter l'île pour aller étudier en métropole? Oui, c'est ça. Moi, ce que je fais, en tout cas, je ne connais pas pour les autres formations, mais en tout cas, ce que je fais, ça n'est pas encore à Mayotte. Et puis, j'ai dû partir pour faire ça en métropole. L'objectif, c'est d'être expert comptable. On en manque à Mayotte, justement. C'est ça. Et ça, c'est une formation qui aujourd'hui n'existe pas sur le territoire. Ouais, ça... À côté, elle existe, je pense à La Réunion, mais à Mayotte, elle n'existe pas encore. Et oui, l'objectif, c'est d'être expert comptable et pourquoi pas commissaire aux comptes. Alors, vous avez une particularité, c'est que vous êtes également micro-entrepreneur. Vous avez une micro-entreprise. Comment on gère ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les étudiants les étudiants mahorais se lancent déjà pendant leurs études dans le monde entrepreneurial. Comment on gère ça? C'est une habitude à prendre au fur et à mesure. Moi, j'en ai entendu parler. J'étais en train de postuler justement pour trouver un job étudiant à côté. Et je suis tombé dans une association qui nous ont tous expliqué comment ça se passait, comment fallait créer ce statut, etc. Et puis, comment on gère? Comme j'ai dit, c'est une question d'habitude, hein. Après, selon le temps libre qu'on a, moi je sais que je postule à des missions souvent le week-end. En semaine, c'est un peu compliqué. Ça dépend de l'emploi du temps, c'est sûr. Et puis, une question d'habitude. On parle souvent du manque d'ingénierie à Mayotte. Est-ce que vous, de l'extérieur, vous n'avez pas l'impression que c'est une fausse problématique et que finalement, elle existe cette ingénierie? Il y a des Mahorais qui sont en métropole, je pense que vous en connaissez. C'est juste qu'il faut les faire venir aujourd'hui? C'est ça votre sentiment ou pas vraiment? Vous avez l'impression qu'il existe ce manque d'ingénierie? Je
Je pense que oui, il en existe et qu'il faut simplement les faire venir. Maintenant, par quel moyen On parle souvent d'attractivité. Ouais, c'est ça aussi. C'est une question. Est-ce que vous auriez envie aujourd'hui de vous installer à Mayotte à la fin de vos études? Ouais, totalement, parce que comme vous disiez tout à l'heure, il manque d'experts comptables à Mayotte, même de commissaires aux comptes. Donc revenir sur mon île après mes études, c'est un truc que j'envisage à l'avenir. Et puis pour les autres qui veulent peut-être pas rentrer par manque d'attractivité, je pense que c'est un peu dommage et qu'il faudrait peut-être eux créeront l'attractivité, je pense. On parle aussi souvent des problématiques que rencontrent les étudiants en métropole. Lorsqu'ils partent, c'est souvent difficile. Vous, ça s'est passé comment à ce niveau-là? Ça a été compliqué, forcément, on se doute, de partir si loin avec sa famille qui n'est pas forcément proche. Comment vous l'avez vécu, cette étape, qui parfois est un véritable frein à la poursuite des études pour les jeunes étudiants mahorais? Ouais, enfin moi j'en ai entendu parler, j'en connais pas spécifiquement, mais c'est vrai que ça peut être un véritable frein. Moi, ça a été plus ou moins simple, dans le sens où quand je suis arrivé, je suis parti pour le lycée. Donc j'ai été chez de la famille et puis j'ai commencé à m'y habituer à la vie en métropole. Vous aviez un point d'attache déjà sur Exactement. Et ce qui fait qu'après le bac, quand je suis parti dans une autre ville pour commencer mes études supérieures, c'était pas si compliqué que ça. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui sur l'avenir de l'île? Vous la voyez évoluer un peu de l'extérieur. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui? Est-ce que la jeunesse qui est à l'extérieur est optimiste? Moi, je le suis en tout cas, et je pense qu'il faut l'être parce que c'est important pour nous et pour Mayotte. Et puis, il faut être optimiste. Ouais. Vous l'êtes aujourd'hui? Ah, moi, je le suis totalement. Vous voyez un peu comment ça évolue et vous vous dites que aussi si ces forces vives reviennent, ça peut prendre et ça peut se développer. Exactement, c'est pour ça que j'encourage ceux qui sont à l'extérieur et qui peuvent apporter une valeur ajoutée à Mayotte de rentrer et de faire en sorte que les choses évoluent rapidement parce que là, ça évolue, mais peut-être pas assez rapidement. Merci beaucoup, Dalil Kassim. Merci. Je rappelle que vous êtes étudiant aujourd'hui et également micro-entrepreneur. La liberté de la presse remise en cause, la Coupe du monde de football féminin ou encore la rougeole. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce vendredi 21 juin. Il y a quelques mois, dans la matinale de Kwezi, Patrick Varela, dirigeant de l'Alamandas Boat, a pointé du doigt la dangerosité des pontons de plaisance et la gestion qui en est faite par la CCI. Depuis, la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte a déposé plainte contre l'opérateur nautique et la chaîne KTV pour diffamation. Le tribunal cherche à savoir si le directeur de publication de Kwezi, Patrick Millan, est coupable d'avoir diffusé et rediffusé ce temps de parole. Le procès vient d'être repoussé à septembre, mais renvoie à la liberté de la presse. En effet, le journaliste doit-il lui-même décider de quels propos sont diffamants et quelles autres positions sont acceptées à l'antenne. Demander à un média d'arbitrer entre ce qui relève ou pas de la diffamation place les journalistes dans une position de censeur d'opinion. Si à l'issue du procès Patrick Millan et Kwezi sont condamnés, cette décision de justice fera date et constituera une jurisprudence pour tous les médias français. L'objectif premier est atteint pour les joueuses de l'équipe de France de football. Hier, elles ont dû patienter jusque tard dans la soirée pour connaître leur futur adversaire en huitième de finale. Ce sont finalement les Brésiliennes que les Bleus devront battre pour espérer rejoindre les quarts de finale de la compétition. Les joueuses auriverdes ont terminé troisième de leur groupe derrière l'Italie et l'Australie. La France et le Brésil se sont affrontés une seule fois en Coupe du Monde durant l'édition 2003, avec à la clé un match nul 1-1 en phase de poule. Pour l'heure, en 8 confrontations, les Françaises n'ont jamais perdu face aux Brésiliennes. Une nouvelle victoire est donc à leur portée, afin de se donner le droit d'affronter les États-Unis en quart, grande favorite de la compétition. Encore faudra-t-il que ces dernières éliminent l'équipe d'Espagne. Les Bleus ont donc rendez-vous avec l'histoire, un an après le sacre de leurs homologues masculins en Russie. Depuis le début de l'année 2019, 28 cas de rougeole ont été signalés à Mayotte, dont 11 chez des enfants de moins de 1 an et 6 cas chez des adultes non à jour de leur vaccination. Cette recrudescence survient dans un contexte de circulation de la maladie en France métropolitaine et dans la zone océan Indien, la Réunion, Madagascar, Maurice et les Comores. Le seul moyen de se protéger et de protéger son entourage est de se faire vacciner. Il est donc important de mettre à jour ces vaccinations, notamment en prévision de déplacements hors du territoire à l'occasion des vacances scolaires. L'ARS a lancé une campagne de promotion de la vaccination auprès des professionnels de santé et des professionnels en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque. Souvent considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut entraîner des hospitalisations et parfois de graves complications. Elle se transmet très facilement quand on tousse, on éternue, on se mouche et par la salive.
La protection de l'environnement fait partie des défis majeurs auxquels l'île est confrontée. À ce titre, la collecte des déchets est cruciale pour éviter que Mayotte ne se transforme en décharge à ciel ouvert. Le CIDEVAM 976 assure ce travail sur la majeure partie de l'île. Depuis plusieurs années, le syndicat attend de nouvelles infrastructures permettant d'améliorer la collecte. Aujourd'hui, un 4e quai de transfert a été inauguré pour le plus grand bonheur du vice-président du CIDEVAM. Écoutons plutôt Madi Saïd lors de la matinale de Kwezi. Tout ce projet a démarré depuis peut-être 2004. On a trouvé le foncier pour créer l'ISDND à Tumonier. Et cet outil, ça vient conditionner le bon fonctionnement de l'ISDND. Parce que tout simplement, on a justement réagi sur le secteur. Rappelons qu'il y avait les syndicats qui étaient là, qu'il y en avait un au sud, il y en avait un au nord. Il y en avait au centre, il y en avait un petit air. Après, il y en avait Congo et Mamoudzou, qui desservaient Amaha. Donc, on a maintenu ces mêmes positionnements en créant les quais de transfert, justement dans ces zones, pour pouvoir justement collecter les déchets, les amener dans chaque secteur. Et à partir de ce secteur, on prend les gros porteurs pour les amener à l'ISDND. Donc, c'est vraiment le dernier quai qu'on attendait sur le territoire. Là, on a fini ce projet. Et hier soir, le préfet de Mayotte a remis l'insigne de l'Ordre national du mérite à Madame Nafissata Moudouar. La secrétaire adjointe de la DJSCS a passé une grande partie de sa vie à aider les femmes mahoraises, les personnes en situation de handicap ou encore les marginalisées. Cette femme émérite fait désormais partie du cercle très fermé des officiers de l'Ordre national du mérite. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Hier soir, lors d'une soirée officielle, Dominique Saurin, préfet de Mayotte, a remis l'insigne d'officier de l'Ordre national du mérite à Madame Nassifata Moudouar. La directrice adjointe de la DJSCS et inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale a passé une majeure partie de sa vie à aider les autres, en particulier les femmes mahoraises. Ça représente beaucoup parce que ça montre, ça a été décoré de l'Ordre national du mérite au grade d'officier. Et c'est un niveau important. Ça montre l'engagement d'une Mahoraise pour un certain nombre, dans un ensemble de principes, et notamment elle a consacré sa vie professionnelle, sa vie associative, qui a été très riche, à défendre ceux qui étaient les plus faibles. Elle s'est occupée des femmes, beaucoup des femmes, pour l'égalité des femmes sur le territoire. Mais également des personnes handicapées et des personnes marginalisées socialement. Elle s'est démarquée par son implication au sein des différents postes qu'elle a pu occuper durant sa carrière. J'ai démarré mon parcours professionnel en même temps que le démarrage du développement social de Mayotte, puisque ce qui m'a permis à chaque fois, dans le cadre de mes missions professionnelles, d'apporter une contribution et d'apporter quelque part ma petite pierre à l'édifice, dans tous les domaines, dans le champ large, sanitaire et social. Une carrière qui va de pair avec le développement de Mayotte. Elle fait désormais partie du cercle très fermé des officiers de l'Ordre national du mérite. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.